Je suis Sensosus, qui remet en question les idées reçues. Mesdames et messieurs, en ce moment, l'armée sud-coréenne est en train de s'effondrer. Je le sais. Ayant fait mon service militaire, mais l'armée nationale manque actuellement cruellement de personnel. Désormais, à cause du manque de soldats, des unités entières disparaissent. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la gravité de la situation actuelle. Regardons cela tout de suite. Pour commencer, pour aller droit au but, sans un vrai changement révolutionnaire, je pense que l'armée sud-coréenne va droit à la catastrophe. Regardons d'abord dans quel état se trouve l'armée actuellement, d'accord ? En 2019, nos forces armées avaient 560 000 soldats, contre 450 000 en juillet 2025. En 6 ans, 110 000 soldats ont disparu. Pourquoi est-ce si grave ? Actuellement, il faut au moins 500 000 soldats pour affronter l'armée nord-coréenne. Certaines personnes disent que la puissance conventionnelle de l'armée nord-coréenne est faible, donc ce n'est pas grave d'avoir moins de soldats. Peu importe à quel point la technologie est avancée, il faut quand même une certaine quantité de troupes. Il n'est pas non plus surprenant que l'armée chinoise puisse intervenir à tout moment. Le seuil de 500 000 soldats est dépassé depuis longtemps. Il en manque déjà 50 000. En particulier, une grande partie de ces effectifs disparus concerne l'armée de terre. Jusqu'en 2019, l'armée de terre comptait 300 000 soldats, mais aujourd'hui, on parle de 200 000. Cela représente une diminution de près de 100 000 soldats. En conséquence, la réduction des effectifs a également entraîné une forte diminution du nombre d'unités de niveau division ou supérieur. En 2006, il y avait 59 unités de ce niveau, mais ce nombre est passé à 42, 17 unités dissoutes ou fusionnées. Dès novembre 2025, la 28e division d'infanterie, également connue sous le nom d'unité Typhon, devrait être dissoute. Je l'ai ressenti moi-même à l'armée. Comme il manque de personnel, il arrive très souvent qu'une seule personne doive assumer des tâches qui devraient normalement être réparties pour entre 4 ou 5 personnes. La charge de travail augmente et l'épuisement s'aggrave, rendant difficile la concentration sur l'entraînement de base au combat. Normalement, dans l'armée, on devrait devenir de plus en plus fort grâce à l'entraînement et augmenter sa capacité de combat, mais actuellement, on est pris dans un cercle vicieux où l'on ne peut pas vraiment développer les compétences essentielles d'un soldat à cause des tâches administratives et des corvées. Dans les unités de première ligne, la réduction des effectifs oblige une seule unité à couvrir une zone de défense bien plus grande. Dans ce cas, l'efficacité opérationnelle diminue naturellement, et il devient difficile de réagir rapidement à une attaque surprise de l'ennemi ou à une situation imprévue en cas d'urgence. Sans résoudre ces problèmes, les supérieurs blâment les soldats pour leur manque d'entraînement, tandis qu'à l'extérieur, certains critiquent l'armée en disant qu'elle a changé. Ce sont des limites structurelles dues au manque de personnel, mais toute la responsabilité pèse sur les soldats. Au final, tant les soldats que les officiers subissent une surcharge de travail tout en étant constamment sollicités pour l'entraînement. Voilà la réalité actuelle de l'armée, où ils doivent tenir bon dans des conditions extrêmement difficiles, sans véritable solution. Le problème, c'est que cette situation va encore s'aggraver. En 2025, la majorité des engagés ont entre 19 et 21 ans, soit nés en 2004 ou 2005. En 2004, le taux de natalité était 1,19 enfants par femme, puis 1,08 en 2005. Comme vous le savez, le taux de natalité a continuellement baissé, atteignant 0,75 enfants par femme en 2024. Quand on voit cela, la situation ne fait qu'empirer. Elle ne s'améliore pas. Rien qu'en 2020, le nombre de personnes soumises à l'examen d'aptitude au service militaire était de 282 000. En 2025, ce nombre est tombé à 125 000, soit plus de moitié en moins. En juin 2025, les conscrits en service actif sont 101 000, soit bien moins de la moitié des 236 000 en 2021. Et c'est vraiment très grave. Le problème des sous-officiers débutants est particulièrement grave. Comme vous le savez tous, si vous avez fait votre service militaire, les sous-officiers débutants sont littéralement la colonne vertébrale de l'armée. Mais cette colonne vertébrale est sur le point de se briser complètement. Actuellement, le nombre de sous-officiers demandant une libération anticipée ne cesse d'augmenter. En 2021, il y en avait 1351 en 2022, 1694 en 2023, 2212 et en 2024, 2723. Le nombre augmente chaque année. En 2025, 2869 personnes sont déjà enregistrées. Parmi les 2869 personnes voulant partir en 2025, près de 2460, 86% étaient sous-officiers ou officiers subalternes. Le phénomène de départ des jeunes et des cadres intermédiaires qui commandent les forces clés sur le terrain et gèrent les unités s'aggrave. Le nombre de cadres militaires en congé augmente constamment. Au premier semestre 2021, il y avait 1846 cadres militaires en congé. Mais au premier semestre 2025, ce chiffre est d'amonter à 3884. C'est un cercle vicieux, car plus il y a de cadres militaires en congé, plus la charge de travail des autres cadres augmente. Le manque d'effectifs surcharge les cadres, et la situation empire. Il est donc urgent d'agir.
L'armée considère qu'il y a principalement deux raisons à ce phénomène de départ des cadres militaires et au manque d'effectifs. La faible natalité et les conditions de travail et d'image des militaires sont les deux principales raisons. Ayant déjà abordé la faible natalité, je vais maintenant me concentrer sur le deuxième point. Pour être honnête, la façon dont notre société perçoit les militaires est vraiment froide. Certains rabaissent encore les militaires à de simples gardiens et utilisent sans gêne le terme péjoratif « soldat ». Même dans mes vidéos ou commentaires, on trouve souvent des critiques disant que l'armée actuelle n'est plus la vraie, ou que tout est devenu facile. Le problème, c'est que cette perception affecte aussi fortement le moral des soldats, lorsqu'on se consacre à son pays, mais que la société ne reconnaît pas cette valeur et la dénigre même. Qui voudrait volontairement s'engager dans l'armée ? Les politiques de compensation minimale pour les anciens militaires, comme les points pour le service, ont disparu depuis longtemps. Même en comparaison avec des professions similaires comme la police ou les pompiers, les conditions de traitement sont actuellement inférieures. Dans ce contexte, il est logique que les jeunes ne veuillent pas devenir cadres militaires et préfèrent quitter l'armée pour le secteur civil. En réalité, les cadres militaires ne sont pas simplement des professionnels, ce sont des personnes qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité nationale. Au lieu d'honorer leurs sacrifices, la société reste cynique envers eux. La pénurie de personnel en découle sans doute. Au final, pour résoudre le problème du manque d'effectifs, il ne suffit pas de remplir les chiffres. Il faut une réflexion sérieuse sur la manière dont la société dans son ensemble traite les militaires. Les militaires doivent aussi être respectés, et ce n'est qu'en leur garantissant une reconnaissance sociale et un minimum de récompenses et d'honneur que la jeune génération pourra accepter le service militaire de manière positive. Au final, le point de départ, c'est que nous changions d'abord notre perception. Ce n'est qu'ensuite, avec des améliorations institutionnelles, que nous pourrons réellement apporter un changement concret. Pour résoudre ce problème, l'armée a assoupli les critères d'évaluation pour le service actif, faisant passer le taux d'admission de 69,8% à 86,7%, soit une augmentation de près de 16,9 points de pourcentage. C'est vrai qu'en ce moment, tant qu'on a des bras et des jambes, on est pratiquement tous envoyés à l'armée. Malgré tout, le manque de personnel militaire persiste à cause de la faible natalité. Actuellement, le ministère de la Défense essaie de résoudre ce problème, en maintenant un certain niveau de forces armées, en réduisant les effectifs de réserve, et les réservistes à service actif, en augmentant le nombre de femmes militaires et en élargissant les primes pour le service à court terme, afin d'encourager davantage de candidatures pour les postes d'officiers. Un élargissement du recrutement de civils techniques et l'emploi durable d'officiers et sous-officiers sont aussi prévus. Mais si la faible natalité et le changement de perception ne sont pas résolus, ce sera une solution temporaire et le problème persistera. De plus, la grande différence des conditions de service entre les soldats et les cadres semble également avoir eu une influence considérable sur le départ des cadres militaires. Les conditions des soldats se sont nettement améliorées ces dernières années, grâce à de meilleurs repas, l'accès au portable après le service et la hausse des salaires. Mais en comparaison, les cadres militaires bénéficiaient de conditions relativement inférieures par rapport à des professions similaires comme les pompiers ou la police. Dès le budget 2025, aucune augmentation des crédits liés à l'amélioration des conditions des cadres militaires, telles que les indemnités de service de garde, les frais de déménagement, de transport, d'entraînement ou de repas, n'a été prise en compte. Chacune de ces choses a un impact direct sur le moral, mais rien n'est fait à ce sujet. Les cadres, essentiels à la gestion des soldats et des unités, sont indispensables. Leur départ rapide risquerait de déstabiliser l'armée. Il faut donc instaurer des incitations économiques pour renforcer leur fidélité. Je souhaite une forte hausse des indemnités de service et des frais de repas d'entraînement. Jusqu'à présent, je vous ai exposé la situation en 2025, mais ce qui est encore plus choquant, c'est l'avenir qui nous attend. Ce n'est que le début de la crise. Les 10, 20, 30 prochaines années deviendront encore plus graves à un niveau difficile à imaginer. D'ici 2030, on prévoit que le nombre de personnes soumises à l'évaluation militaire tombera en dessous de 100 000. Ce n'est pas simplement réduit de moitié, mais en réalité, la population jeune pouvant être envoyée à l'armée chaque année sera pratiquement épuisée. Même avec un taux d'aptitude plus élevé, l'armée ne pourra subsister si le nombre de personnes concernées baisse. À partir de ce moment-là, la dissolution de plusieurs divisions et les failles dans la défense de la ligne de front deviendront inévitables. Même en ce moment, les effectifs des divisions de première ligne diminuent rapidement. À ce moment-là, il y aura une forte ruée des cadres, et même des soldats avec de faibles conditions physiques seront forcés d'être incorporés dans l'armée, ce qui pourrait entraîner un effondrement total de la capacité de combat. La Corée du Nord connaît également une diminution de sa population, mais grâce à la mobilisation forcée et au service militaire de longue durée, elle peut maintenir un effectif minimal. Par conséquent, l'écart de force entre le Nord et le Sud pourrait devenir encore plus défavorable qu'il ne l'est actuellement. Si les recrues militaires tombent à 7 ou 8 000 par an, il sera impossible de compléter les effectifs. Une nouvelle réorganisation majeure sera alors inévitable, et les unités de première ligne seront encore plus affaiblies. À cette période,
Des discussions sérieuses pourraient émerger sur l'introduction de la conscription féminine, afin de résoudre le problème du manque de personnel militaire. Je pense qu'il faut faire cela rapidement. Il existe déjà de nombreux postes dans l'armée où l'on peut travailler sans fournir d'efforts physiques importants. Bien sûr, certains essaieront de compenser le manque de personnel avec des armes avancées comme les drones, l'intelligence artificielle et les systèmes de combat sans pilote. Mais au final, occuper et défendre le territoire national est une tâche qui doit être accomplie par des êtres humains, pas par des machines. Comme je l'ai déjà mentionné, pour faire face à l'armée nord-coréenne, il faut un certain niveau d'effectif. Donc même si l'on poursuit l'automatisation, il y a clairement des limites à cela. Pourquoi ne pas instaurer la conscription pour les femmes? Que pensez-vous de l'effondrement actuel de l'armée nationale? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est la fin de la vidéo. Merci.